Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une phase de digestion peut-être entamée par les marchés depuis quelques heures maintenant. On voit les indices en Europe qui ont encore un peu calé aujourd'hui. La séance en cours à Wall Street est également négative pour la plupart des grands indices, à commencer par les valeurs technologiques qui souffre peut-être de cette idée de la reflation, l'idée d'une remontée en température de l'économie américaine, qui pourrait d'ailleurs être beaucoup plus rapide que prévu. On l'a vu encore avec le chiffre des ventes au détail hier, très puissant sur le mois de janvier, plus 5% pour la consommation aux États-Unis. On attend peut-être un trimestre avec une croissance autour de 9%. C'est ce que montrent en tout cas les modèles instantanés de mesure du PIB pour l'économie américaine, en rythme annualisé, bien sûr, mais ce serait évidemment une reprise beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer au fur et à mesure que le taux d'infection un peu partout dans le monde est en train de redescendre très rapidement sur le front sanitaire. Des marchés qui digèrent également une séquence importante de résultats aujourd'hui. On y reviendra et vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Mais on notera par exemple aujourd'hui le grand écart spectaculaire entre la publication et la réaction de marché après la publication de Capgemini versus celle d'Atos. Deux groupes dans le même secteur qui font un grand écart depuis des mois maintenant, puisque Atos est à Capgemini est à 20% au-delà de son niveau d'avant la crise pandémique, tandis que Atos, qui accuse une baisse de 6% ce soir, est 20-25% en dessous des niveaux qui prévalaient il y a un an. Le 19 février 2020, c'était le point haut du marché avant le début de la crise pandémique mondiale. Donc des résultats évidemment scrutés de près par les investisseurs. À ce titre, Danone sera particulièrement attendu demain matin. Le conseil d'administration se réunit ce soir chez Danone pour valider les comptes de l'exercice écoulé, avec évidemment peut-être des débuts de réponse face aux critiques des actionnaires activistes. On verra quels sont les messages qui sont envoyés demain à l'occasion de la publication de ces résultats annuels, sachant qu'il y a une réunion investisseurs prévue fin mars qui sera aussi sans doute très importante pour le groupe Danone. On parlera de tous ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, vous le savez, chaque soir, qui sera consacré aujourd'hui à la finance solidaire. Investir dans l'économie sociale et solidaire, c'est un rendez-vous une fois par mois avec Frédéric Villot, cofondateur de Mediatico, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe, clôture dans le rouge, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge encore ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,65% à 5728 points. Au terme d'une journée marquée par de nombreuses publications d'entreprises à Paris, mais plus largement en Europe. En matière de contexte économique, tout d'abord, les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed à la suite de sa réunion de politique monétaire qui se tenait fin janvier. Dans son compte-rendu, celle-ci insiste sur le ton accommodant de sa politique en indiquant faire abstraction de facteurs temporaires affectant l'inflation. Il n'en reste pas moins que cette politique accommodante, couplée à la perspective d'un plan de relance aux États-Unis et aux premières statistiques encourageantes au mois de janvier sur la reprise économique, font grimper toujours les anticipations d'inflation. Le 10 years break-even rate, qui mesure les anticipations d'inflation à 10 ans, se situe aux alentours des 2,24% aujourd'hui, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis 2014. Des anticipations qui se ressentent dans les rendements des emprunts d'État américains. Le taux à 10 ans passe le seuil des 1,30% ce soir, tandis que le taux à 30 ans se hisse aux alentours de 2,07%. Aux États-Unis, toujours, les chiffres hebdomadaires du chômage remontent de leur côté et font état de 13 000 nouveaux inscrits, soit la semaine dernière, soit la deuxième semaine de hausse consécutive.
Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, les investisseurs ont pu suivre de nombreuses publications d'entreprises aujourd'hui. Parmi les plus notables, on retrouve Capgemini tout d'abord qui figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce soir après avoir bien résisté en 2020. Le groupe de services numériques fait état d'un chiffre d'affaires en repli de 3% sur l'année mais en progression de 12% si l'on prend en compte la contribution d'Altran rachetée l'année dernière par Capgemini. La marge du groupe recule légèrement même si son résultat net est en progression par rapport à 2019. Pour 2021, Capgemini vise une croissance comprise entre 7 et 9% ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle dans un environnement incertain mais en amélioration. Capgemini qui gagne 1,5% ce soir, tandis que Atos, son concurrent direct, perd plus de 6% ce soir, signant la plus forte baisse du CAC 40 à la suite de l'annonce de la diminution de sa marge opérationnelle de 14% en 2020 à 1 milliard d'euros contre 1,16 milliard d'euros en 2019. Le groupe anticipe un retour à la croissance pour 2021 dès le second semestre avec notamment une croissance de chiffre d'affaires anticipée entre 3,5 et 4%. Carrefour fait état de son côté d'une croissance record en 2020 avec un résultat opérationnel courant de 2,1 milliards d'euros en hausse d'un peu plus de 16%. Pour la suite, le groupe de distribution souhaite mettre l'accent sur les économies et veut réaliser près de 2,5 milliards d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine d'ici 2023. Carrefour qui va également distribuer un dividende au titre de l'année 2020 de 0,48 euros par action versée en numéraire. Carrefour qui cède ce soir environ 0,5% à la clôture. Orange annonce de son côté un résultat en ligne avec ses objectifs, avec même une très légère croissance de chiffre d'affaires. L'opérateur téléphonique vise pour 2021 un EBITDA stable négatif et annonce verser un dividende de 90 centimes par action. Orange qui perd un peu plus de 3% ce soir, tandis que Airbus, dans le secteur aéronautique à présent, fait état de résultats lourdement affectés par la crise sanitaire. L'avionneur a consommé près de 7 milliards d'euros de trésorerie l'année dernière et vise pour 2021 un retour à l'équilibre en termes de génération de flux de trésorerie. Airbus qui vise également un bénéfice opérationnel ajusté à 2 milliards d'euros en 2021. Airbus qui perd un peu plus de 2% ce soir. Et dans les secteurs aéronautiques toujours, Air France KLM annonce de son côté une perte de 7,1 milliards d'euros en 2020. Le chiffre d'affaires de la compagnie chute de son côté de près de 60% à cause de la pandémie. Air France qui estime que le premier trimestre 2021 restera difficile et que la visibilité reste limitée. Air France qui perd environ 1% à la clôture ce soir. Et on finit avec Bouygues. Bouygues qui fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en 2020, tandis que son résultat opérationnel courant recule à 1,2 milliard d'euros. Le groupe voit cependant son activité se redresser au second semestre et dépasser même le deuxième semestre de 2019. Bouygues qui en profite pour annoncer qu'Olivier Roussat, actuellement directeur général délégué, va remplacer Martin Bouygues à la direction générale du groupe, tandis que Martin Bouygues en conservera la présidence. Bouygues qui perd ce soir environ 1,7%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des indices PMI en zone euro, mais aussi en Asie ou aux États-Unis. Côté entreprise, ces mêmes investisseurs prendront connaissance des résultats de 3 entreprises du CAC 40, à savoir Danone, Hermès et Renault. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est avec nous, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir et bienvenue Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Julien Nebenzal à nos côtés également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de Futur IM. Julien, l'état d'esprit du marché, comment est-ce qu'on peut le résumer ? Est-ce qu'on a besoin d'une petite phase de digestion ? Est-ce qu'on est peut-être déjà dedans ? Alors, on baigne en pleine reflation, l'idée qu'on aimerait bien voir remonter progressivement la température des économies, de l'économie américaine en premier lieu, avec quand même l'idée qu'on n'aimerait pas que ça aille trop vite, trop fort en termes de température et qu'après la reflation, c'est peut-être la surchauffe qui nous guette. Où est-ce qu'on en est entre ces deux idées, ces deux sujets, Julien ? Le point de départ de la situation actuelle, on le sait tous, c'est l'annonce de l'arrivée des vaccins. C'est là que le comportement a changé des investisseurs. Il a fallu d'abord se réexposer aux risques pour ceux qui n'en avaient pas beaucoup ou pas assez.
Et puis, il a fallu réfléchir à est-ce que ce qui a fonctionné depuis 6 mois, 12 mois, 18 mois fonctionnera à nouveau dans les 6, 12 et 18 mois à venir. Donc, ce qui se passe, c'est une réexposition lente sur les marchés d'actions, ce qui traîne un courant acheteur régulier, qui n'a échappé, que tout le monde a pu voir, et à l'intérieur duquel on voit une rotation sectorielle se mettre en place. Alors, les rotations sectorielles, quand elles sont solides, elles prennent plusieurs semaines, elles peuvent prendre un trimestre complet. À mon avis, ça a commencé mi-novembre, et il y a toujours un petit creux fin décembre, parce qu'il n'y a pas grand monde qui est là, mais je pense qu'on est encore en plein dedans, et j'ai l'impression même que des signaux relativement forts ont été déclenchés. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est, je vous disais, je crois il y a 2 ou 3 mois, qu'avec cette annonce des vaccins, on avait fait la moitié du chemin. Ouais. Là, on est en train d'écrire les conditions de la deuxième moitié du chemin. Alors, je disais la deuxième moitié de l'histoire, pas forcément du pourcentage. C'est pas 50% de la hausse qui a été faite et 50% la deuxième partie de l'histoire. Voilà. Et je crois qu'on est en plein là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de messages négatifs qui continuent de perdurer sur la cherté des actions, sur l'existence de bulles ici ou là. Ce qui montre, et il y a des indications, le VIX par exemple, mais il y a des choses qui montrent que le marché n'est quand même pas totalement... Enfin, la communauté des investisseurs n'est pas totalement exposée aux actions, n'est pas totalement engagée là-dedans. Et donc, il peut y avoir encore des petits mouvements de frayeur. Et vous me posiez la question, puisque là, le marché des actions a baissé depuis 2 jours. Effectivement, on peut avoir un nouveau petit atterrissage qu'on a eu 1 ou 2 fois depuis novembre. C'est-à-dire, en gros, en Europe, qu'on s'enroule autour des prix que j'appelle les prix post-vaccin. On revient toujours sur cette zone de prix, et puis de là, on retrouve des intérêts. Donc, ce qui est en train de se passer, je crois, c'est ça. Rien de plus dangereux. Et la dynamique qui était bonne reste bonne. Et je n'ai pas de signaux négatifs qui soient apparus récemment. Bien au contraire, j'ai l'impression que cette rotation sectorielle prend de la puissance d'une certaine manière. Gagne en traction. Vous écartez totalement le scénario d'euphorie à ce stade. C'est vrai que le narratif ambiant est quand même très tourné vers les exubérances de marché, les records, les flux actions la semaine dernière, c'était un record historique, les marchés sont au plus haut, le Nikkei est au plus haut depuis 30 ans, Wall Street au plus haut historique, le DAX au plus haut historique, on a, 50% de la cote américaine, enfin des valeurs américaines qui sont sur des plus hauts historiques au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Donc on a des situations assez inédites un peu partout sur les marchés. Pour autant, vous dites, il n'y a pas d'euphorie et tout le monde n'est pas encore dans le train. Alors, j'ai la perception, effectivement, par mes indicateurs, que tout le monde n'est pas dans ce train. Pour ce qui est on pourrait les relister un par un. Pour ce qui est de l'existence de plus hauts historiques et du fait qu'on doit s'en inquiéter, prenons l'évolution de cours boursiers. Des plus hauts historiques, il y en a quand même très régulièrement. Et c'est pas parce qu'il y a un plus haut historique qu'il y a un danger particulier. C'est même en fait le contraire. Parce que quand on a des plus hauts historiques, par exemple, sur les marchés américains, donc c'est le cas S&P, Dow Jones, Nasdaq, eh bien, en fait, on est sûr qu'en moyenne, aucun investisseur n'est perdant. Et il faut bien se souvenir que les grands moments d'émotion en matière de marché financier, c'est quand une première perte vient d'être constatée et qu'on commence à s'inquiéter d'une accélération de cette perte ou d'une aggravation des pertes. Et c'est là que l'irrationalité apparaît un peu plus au grand jour et qu'on voit des ventes un peu, je dirais presque paniques. En tout cas, c'est ça qui fait les explosions, de la volatilité, etc. Et ces choses-là n'arrivent jamais sur les sommets historiques. On commence à paniquer quand on commence à perdre. Et au plus haut historique, personne ne perd. Quand un ensemble de choses se sont passées, sauf les cas très précis des sommets en V, qui sont extrêmement rares, qui sont liés à des événements exogènes, et il se trouve qu'on en a eu un, c'est le Covid. On est vraiment parti d'un sommet majeur, et on est parti en ligne droite, qui a été retracé intégralement. On le sait aujourd'hui, mais la théorie nous le disait, ça. Nous dit, on ne fait jamais de sommet majeur en partant immédiatement en baisse. On construit d'abord les choses de manière assez profonde. Et le deuxième point qui reste pour moi un guide, le pessimisme que nous constations tous à l'été et jusqu'au, on va dire, au 30 octobre, c'est-à-dire 2-3 jours avant Pfizer et Moderna, ce pessimisme, il ne peut pas devenir un optimisme béat en quelques semaines, ça n'est pas possible. Ce qui suscite l'inquiétude et les commentaires, c'est que les prix ont monté. Ça le suscite. Et donc, finalement, si on ne détient pas assez d'actions, qu'est-ce qu'on peut redouter ? D'être le dernier acheteur, de celui qui va acheter au plus haut, le tout dernier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se demander ? Est-ce que c'est une bulle ? Et tant qu'on a ce genre de comportement, moi, je pense que c'est relativement... Tant qu'on se pose la question, c'est plutôt sain. Je ne vais pas dire c'est tranquille, parce que je crois qu'il y aura des événements volatiles dans l'année, mais
Je veux dire que nous ne sommes pas dans une situation d'euphorie, sauf sur un marché, mais ça fait 2 ans que je le dis, c'est le marché des obligations d'État en Occident. Ça, c'est un marché qui, à mon avis, n'est pas intéressant du tout. Mais sinon, pour le reste, si, on pourrait parler peut-être des cryptos. Bon, mais c'est tout. C'est le seul endroit sur lequel il y a des indices. Il commence à avoir quelques indices. Bon. Alors, les stratégistes de BofA ont eu cette formule, je crois, il y a 48 heures, qui va un peu à l'inverse de ce que vous dites, d'une certaine manière, Julien. La seule raison d'être baissier dans ces marchés, c'est qu'il n'y a justement aucune raison d'être baissier. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un argument baissier ou pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression que, pour l'instant, rien ne peut arriver. Pierre-Alexis. Oui, c'est sûr que quand vous avez un consensus qui est trop haussier, il y a des phénomènes d'exubérance et en général, ça entraîne des phases de correction. Après, j'ai envie de vous dire, une phase de correction de 5 à 10%, c'est la vie normale des marchés. C'est la vie normale des marchés. Et d'un marché aussi. Et d'avoir des phases de respiration, c'est la vie normale d'un marché. Et je préfère ça à des marchés sur lesquels on a des excès acheteurs avec des cours qui accélèrent un petit peu. Et bon, il y a certains segments de marché où on a ce phénomène-là. Donc, il y a des signaux un peu d'exubérance, mais elle n'est pas généralisée, clairement pas. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Hein. On est passé aujourd'hui d'un marché qui était soutenu plutôt par un excès de pessimisme et des valorisations relativement basses, notamment relativement au taux, à quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, où c'est plutôt un marché de dynamique, donc c'est-à-dire où il y a moins de soutien objectif de la valorisation, elle s'est renchérie sans être extrême, notamment par rapport au taux, en absolu un peu, mais par rapport au taux, faut pas l'oublier, hein, sachant que l'actif taux aujourd'hui dans un monde de réflation est quand même pas attractif du tout, hein, donc vu les niveaux où il traite. Et avec une dynamique qui est une vraie dynamique de rebond, de rebond de croissance qu'on n'avait pas du tout, notamment en Europe, où je rappelle quand même qu'on n'a toujours pas retrouvé les bénéfices de 2007 en Europe, hein, donc en 2019, en 2020. Donc voilà. Et donc là, on rentre dans un marché qui est plus des marchés de dynamique qu'on a connus il y a maintenant entre 2002 et 2007, ça fait un certain temps, où bon, il va falloir être vigilant sur, disons, les changements de dynamique. Voilà, et ça va entraîner des phases en effet de volatilité. Maintenant, tant qu'on s'inscrit dans une vision où les entreprises sont plutôt optimistes, on a des publications qui sont plutôt convaincantes, voilà, on peut juste avoir des phénomènes de transition. Et là, on est en train de le vivre, c'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où très déflationniste, où le soutien des marchés était avant tout les injections de liquidités, à quelque chose qui est plus équilibré, avec un soutien beaucoup plus fort de la partie fondamentale. La partie croissance économique dans l'équation des marchés devient importante. Les injections de liquidités, c'est toujours nécessaire et c'est un socle, mais on est beaucoup plus attentif et sensible à la partie croissance du cycle. Et avec un peu de visibilité, puisque vous avez les plans de relance derrière, vous avez le phénomène rebond classique post-pandémie, hein, donc c'est historiquement c'est un phénomène qui est relativement fort, mais qui dure, qui peut être relativement concentré dans le temps. Mais après, on a des plans de relance, et donc tout va être justement. Notre travail va être de jauger cette dynamique et de se positionner là où il y a de la dynamique. Parce que nous, ce qui est vrai, c'est que notre conviction, c'est que cette dynamique, elle ne sera pas uniforme. Voilà, ça c'est... Et on le voit, hein, c'est vraiment pas une dynamique qui est uniforme. Et on va avoir un phénomène de rebond où pendant 6-9 mois, ce sera assez uniforme. Après, à notre avis, on va quand même avoir des vraies différences de dynamique, et c'est là où il faudra rester vigilant. Donc moi j'ai pas d'inquiétude sur, disons, les marchés et la capacité des marchés à maintenir ces niveaux de valorisation là. Par contre, attention, de la vigilance sur les segments de marché, sur les entreprises, parce que on change peut-être de paradigme. En tout cas, on a vraiment quelque chose qui est plus équilibré. Moi je vois pas non plus
un monde ultra-inflationniste, hein, mais on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus équilibré par rapport à ce qu'on a connu sur les 10 dernières années. Est-ce que le marché est prêt à intégrer l'idée d'une surchauffe de l'économie américaine ? Là, quand on a vu hier les ventes au détail qui explosent les compteurs, plus de 5% de croissance pour les ventes au détail sur le mois de janvier. Je crois qu'aucun économiste n'avait prévu un chiffre aussi fort et on ne les blâme pas. C'est impossible de prévoir le chiffre juste dans cette phase très complexe où la psychologie, les comportements de consommation sont quand même très perturbés, très altérés. Après ce chiffre des ventes au détail, on a le modèle de la Fed d'Atlanta qui mesure le PIB en temps réel, le GDP Now, là, qui a bondi à près de 9,5% pour la croissance du PIB américain au premier trimestre, en rythme annualisé, bien sûr. Mais là aussi, c'est un chiffre qu'on n'imaginait pas il y a encore 3 semaines, un mois, peut-être, Pierre-Alexis. Alors, c'est vrai que là c'est... Est-ce que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait ? C'est une phase qui est compliquée parce que vous avez un redémarrage de l'économie. Donc, on a une économie qui a fait stop et qui est encore très engoncée. Et donc, on a des phénomènes qui inflatent un peu les effets. C'est-à-dire, on le voit, pénurie de semi-conducteurs. Ça ne se serait pas passé si on n'avait pas eu la pandémie. Voilà. Il y a eu un arrêt des usines. Il faut du temps pour les remettre en œuvre. En plus, c'est compliqué aujourd'hui avec la sécurité on le voit avec le coût du fret, hein, d'acheminer les... Donc, on a ce phénomène-là qui inflate beaucoup les effets ces court terme. Ces goulots d'étranglement jouent beaucoup dans les chiffres d'inflation et dans les anticipations d'inflation. En effet, contrairement à ce qu'on peut ressentir, une pandémie qui est en assez vif retrait, et ça, c'est plutôt un facteur de surprise, hein, puisqu'on s'attendait quand même à avoir, avec les effets du variant, plutôt une accélération hors pays qui vaccine, et là c'est le contraire. Une forte décélération au niveau mondial. Voilà. On a en effet des anticipations de plans de relance qui sont très forts, donc on rentre en effet dans une vision, est-ce qu'on n'en fait pas trop, et est-ce qu'on n'aura pas un phénomène, disons, de surréaction inflationniste avec un marché qui, comme toujours, va aller tester. Ouais. C'est-à-dire, il va dire... on va monter les taux, continuer à monter, on va voir ce que vont faire les banques centrales. Et ça, c'est un phénomène de transition sur les marchés financiers qui fait que les dynamiques changent. Et donc, on peut avoir des phénomènes où les investisseurs vont être un peu plus attentistes et avec en fait, beaucoup de volatilité entre les segments de marché. Donc, c'est vraiment ça. Et le marché va en fait se déterminer entre est-ce que l'inflation, elle dure 3 mois, 6 mois, où elle dure 3 ans. Ces variations du thermomètre, là, Julien, donc reflation douce et légère, printanière, c'est parfait. Si ça va trop vite et qu'on bascule en surchauffe, qu'on teste les limites du moteur un peu trop, ça peut créer des craintes déjà chez les investisseurs. Là, on est entre la bonne température, la température trop élevée. C'est ce qui va... Vous disiez, ça ne va pas se faire en ligne droite cette année. Il y aura des trous d'air. Il y aura des moments de crainte vis-à-vis justement de ce nouveau régime peut-être économique. Je pense que le plus probable cette année, c'est ça. C'est l'ajustement de la valeur des actifs risqués par rapport aux actifs non risqués dans le cadre d'une perspective d'une amélioration de l'inflation. Et effectivement, c'est un curseur. Avant, en fait, pendant quasiment 20 ans, on a raisonné avec une inflation, on se disait elle ne bougera pas. Et quand les taux montaient un petit peu, on se demandait presque pourquoi. Et finalement, le raisonnement général de valorisation, là je parle de la finance classique qui n'est pas mon domaine, ce raisonnement il se déployait, il se déroulait facilement. Là, on voit bien que les choses sont en train de changer. Donc forcément, dans ces modèles, la donne va changer. Donc les résultats vont paraître un peu aléatoires au départ. Et ça peut créer une bonne partie, peut-être l'essentiel, de la volatilité cette année. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que, effectivement, le Covid a entraîné un affaiblissement de certains moyens de production. Ça, c'est un premier élément. Et que de l'autre côté, en Occident, on a mis dans la poche des gens du PIB non produit. Et quand on conjugue ces choses-là, il suffit qu'il y ait simplement un redémarrage de la croissance sur fond d'amélioration des conditions sanitaires pour qu'en fait on se retrouve sous forme de tension. Est-ce que finalement c'est surprenant ? Je ne crois pas au sens des cycles cette fois-ci, donc je sors du champ strictement économique, puisque la plupart des indications du cycle de l'inflation,
c'est le prix des matières premières et éventuellement le dollar. On sait des choses là-dessus. Et le point haut du dollar est en 2017 et le point bas de quasiment toutes les matières premières, exception faite du pétrole de 2020, qui est un événement un peu atypique. Mais il est à peu près au même moment. Donc en fait, on est dans une logique où en fait, 2016, 17, 18, on est complètement sorti de la crise financière de 2008. On voit que la croissance mondiale passe de nouveaux caps et on sait qu'il y aura des tensions à différents niveaux, y compris dans les matières premières. Et ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est une accélération de ce phénomène cyclique avec les effets justement du Covid que je citais. Les effets conjoncturels, si je puis dire, du Covid, qui sont l'atteinte de certains moyens de production et l'existence, finalement, d'un moyen de dépense qui ne correspond pas à une unité de PIB qui a été produite. Dans ce contexte, on devrait voir une inflation progresser. Je ne parle même pas des effets de base. Mais une fois qu'on a dit tout ça et qu'on voit la manière dont les politiques ont perçu tout ce qui se passe, tant au niveau sanitaire, mais au niveau de la destinée politique, et je reviens toujours là-dessus parce que pour moi c'est central, on voit les sommes qui sont mises en jeu encore maintenant. Il ne faut pas s'étonner si on va vraiment courir après cette inflation. Enfin, je veux dire, toutes les conditions sont réunies. Je ne parle pas d'une hyperinflation. À ce stade, ça ne me semble pas possible. Mais on va forcément avoir ce sujet qui va revenir très régulièrement sur la table. Et ça restera un environnement dans lequel il faudra favoriser encore les marchés actions, par exemple, Julien ? Est-ce qu'à un moment plus d'inflation, ça veut dire des taux peut-être plus élevés, des taux réels peut-être aussi sur le marché obligataire plus élevés ? Est-ce qu'à un moment, l'arbitrage action-obligation, ça fait un moment que vous nous dites, moi, tant que faire se peut, je suis au maximum en action. Et si je peux être 100% en action, je suis 100% en action. Est-ce qu'à un moment, ça changera ? Alors, le cycle de l'inflation, c'est un cycle qui dure environ 25 ans de progression. Il a une première étape qui est celle que nous vivons. Et puis à un moment, il y a un petit adoucissement. Cette première étape est rarement la plus virulente. Donc je ne pense pas que nous soyons sur un schéma hyperinflationniste. En revanche, qu'il y a une transmission dans les problématiques de valorisation, une transmission de cette hausse de l'inflation, donc des taux sur les marchés actions, à un moment, ça se produira. D'accord. Mais je le dis parce que je sais comment la finance classique est construite. Voilà. Il m'importera beaucoup plus de voir si la quantité d'exposition au risque, c'est-à-dire la détention d'actions par la majorité d'investisseurs, si cette quantité d'exposition au risque est allée, je dirais, au-delà des standards habituels. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une forme un peu d'euphorie. Je vous ai dit qu'à mon avis, ce n'est pas le cas pour le moment, donc je ne pense pas que ce soit là, sous nos yeux, et je pense que ça va prendre encore du temps. Et notamment, ce qui devrait guider ça, c'est la continuité de cette hausse des actions, puisque la hausse appellera des investissements complémentaires, plus d'exposition, etc. Et à un moment, on atteindra nécessairement ce niveau. Si je devais... Donc, je ne sais pas quand il y aura la transmission, mais à un moment, il y aura transmission. Il y aura peut-être des répétitions avant. Il faudra regarder cette volatilité. Mais ça ne me paraît pas pour tout de suite. Si je devais avoir un message, mais ce n'est pas du tout d'actualité, mais un message très réservé, c'est que quand je vois les problématiques qui se posent aujourd'hui sur les matières premières, avec le niveau de croissance qu'on n'a pas encore vu, celui qui est devant nous, il va y avoir des enjeux géopolitiques majeurs. Je vous prenais simplement le sujet des terres rares, de la relation qu'il peut y avoir avec l'environnement de l'électrique et avec la problématique qu'on est en train d'ouvrir sur l'hydrogène et avec ce que demandent les sociétés, au sens les peuples, ce qui demandent une préoccupation sur l'environnement. Quand on voit toutes ces choses, je dirais que les conditions conflictuelles géopolitiques sont assez réunies. Et ça, je ne crois pas que ce soit devant nous. Mais là, il faudra faire un peu attention. Mais c'est un peu de la fiction. C'est de la prospective. Non, mais c'est de la prospective. C'est très intéressant, évidemment, d'avoir ces éléments en tête. Si on en vient à l'actualité des entreprises plus immédiates et les performances opérationnelles des entreprises, ce qui me frappe, moi, aujourd'hui, c'est à la fois les résultats de Capgemini versus ceux d'Atos et la manière dont le marché traite Capgemini versus Atos, pas juste aujourd'hui, mais depuis 1 an et plus, peut-être. Depuis longtemps. Capgemini est 20% plus haut que les niveaux d'avant-crise, Atos est 25% en dessous. Et l'écart s'est encore creusé aujourd'hui. Capgemini termine leader du CAC, Atos, lanterne rouge. Oui, mais c'est à l'image des marchés. Voilà, c'est vraiment... on le voit, et je pense que ce qui était dit était vrai, c'est-à-dire qu'on va avoir des chaînes de valeur où il va falloir être bien exécuté.
Et on voit aujourd'hui deux sociétés qui étaient quasiment des sociétés sœurs il y a 20 ans. Voilà, Atos et Capgemini, c'était vraiment blanc bonnet blanc. Et en fait, les choix stratégiques, on peut dire ça de Nestlé et Danone, on peut dire ça de plein d'autres sociétés. Je sais pas, Kering et Ferragamo, voilà. Et en fait, aujourd'hui, la distinction, j'ai envie de dire que le concept de secteur est vraiment en second rang. Le point, c'est est-ce que vous avez les bons produits, est-ce que vous avez les bons clients. Et dans les SS2I, c'est frappant. C'est-à-dire que vous avez des CS2I, ils n'ont pas connu la crise. Vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont dans le cloud, sur les services publics, les infrastructures, une demande de... voilà, vous en avez beaucoup de ce type de sociétés dans les pays nordiques, notamment, quelques-unes en Allemagne. Et on peut dire la même chose d'un Capgemini, d'un Atos. Capgemini a les bons clients. Ils sont 65% exposés aux services publics, aux utilities, aux services financiers qui ont investi, et 20% investis sur la partie plus manufacturière, dont l'automobile et l'aérien. Donc voilà, et donc ils ont très très bien géré la crise avec des prévisions. Ils prévoient quasiment 10% de croissance de chiffre d'affaires l'année prochaine, alors que dans le même temps, Atos c'est plutôt à 4%. Donc on a vraiment des différentiels. Et aussi un différentiel de mix d'activités. C'est-à-dire que Atos faisait beaucoup de l'hébergement. L'hébergement, c'est structurellement en décroissance. Et Capgemini, c'est beaucoup plus recentré vers les services très rapidement. Et de ce fait, vous avez deux sociétés sœurs qui ont connu vraiment des divergences de performance qui étaient impensables il y a... Vous aviez... Et c'est vrai, et on le voit. On peut imaginer à un moment que l'investisseur se dise, tiens, peut-être que ça va bouger enfin du côté d'Atos. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a envie justement de faire ces paris-là aujourd'hui, ou est-ce que c'est pas du tout le sujet pour vous? C'est Capgemini qu'on privilégie dans le secteur et il n'y a pas d'autres... Non, je pense qu'il faut rester vigilant. Tout n'est pas écrit, bien évidemment. Mais quand vous dites la gestion value n'a pas marché, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu, contrairement à avant, des effets ressorts où finalement les sociétés sous-performantes, à un moment ou à un autre, boostées par une croissance très forte, elles rattrapaient un peu leur retard. Là, on n'a pas eu du tout ce phénomène-là. Après, vous avez des sociétés qui sont en train d'essayer de se transformer, dont certaines ont réussi leur transformation. Regardez Peugeot. Voilà, aujourd'hui, vous aviez une société on vous a dit, bon, de toute façon, celle-là, elle va se faire racheter à bas prix. Ils n'ont pas la taille critique. Voilà, et maintenant, c'est vraiment le modèle qu'il faut suivre. Donc rien n'était inéluctable. Par contre, il faut avoir une bonne stratégie, une bonne exécution. Vraiment, l'exécution, c'est clé. Vraiment, et on le voit. Tout le monde fait des très beaux slides avec je vais vous faire ça. Mais après, le point, c'est est-ce que vous exécutez bien? Est-ce que vous vous organisez bien? Est-ce que ça diffuse dans l'entreprise? Et dans des gros groupes, c'est essentiel. Vraiment, et de ce fait, c'est des choses qui se font pas en quelques mois. Voilà. Surtout si on n'est pas prêt pendant une crise, c'est compliqué de le mettre en place pendant une crise. Vous pouvez avoir. Il y a eu des très belles réussites. STM était nulle part et maintenant Infineon aussi a beaucoup souffert à une époque et ils ont réussi à se réinventer. Donc là-dessus, il n'y a rien d'inéluctable. Rien d'inéluctable. Par contre, ne pas croire que il faut acheter une société au plus bas et ça va rebondir parce que la croissance va suivre. Non, il faut qu'il y ait des éléments déclencheurs qui font qu'on ait un retour d'appétit. Il y a une autre tendance là qu'on observe depuis quelques jours, c'est l'idée que des grands groupes, alors parfois des conglomérats, extraient de la valeur en cotant certaines activités. On a vu Vivendi Universal, on a vu aussi d'une certaine manière le divorce Technip FMC avec maintenant Technip Énergie, partie ingénierie et technologie de anciennement donc Technip FMC. La rumeur du jour, c'est que Volkswagen mettrait Porsche en bourse. Oui. Vous avez vu ça? Je sais que vous aimez bien le secteur
constructeur auto. Pierre-Alexis, ce serait une bonne idée pour Volkswagen de mettre Porsche en bourse? On parle vraiment de l'auto, hein, du constructeur, pas la holding de tête de Volkswagen. Là, vous étiez dans des marchés prudents, sans croissance. Vous arrivez dans des marchés soutenus par de la dynamique avec de l'inflation. Et qu'est-ce qui revient derrière? Les M&A. Et donc, on a en effet le retour, le classique. Hein. En effet, on va extraire de la valeur parce que la valorisation de Volkswagen dans Porsche... C'est du M&A de début de cycle, ça. C'est logique de voir avec un marché qui retrouve de la dynamique et qui retrouve disons de la visibilité et de la croissance, un retour sur des fusions-acquisitions vu les niveaux de taux, vu les liquidités, et on le voit, hein, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'envergure, et là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est en ça qu'il faut rester vigilant, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très différent d'avant. C'est-à-dire que maintenant, avant, il fallait avoir des groupes simples, avec des stratégies simples. Là, en effet, si on a des groupes qui réussissent à se simplifier, à côté des divisions de telle façon à avoir des structures plus claires, on peut clairement avoir des revalorisations de ce type de société. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut regarder de près et sur lesquelles nous on est très vigilants. Bon, Julien, c'est un début de cycle d'opérations financières au sens large, de M&A. On a les SPAC, les introductions en bourse. Il y a le phénomène des activistes aussi. On peut évoquer le cas Danone. On voit une pression forte sur la gouvernance de certaines entreprises, certaines qui prennent les devants. Orange a communiqué sur l'idée d'une dissociation peut-être prochaine des fonctions de président et de directeur général avant la fin du 3e mandat de Stéphane Richard. Chez Danone, ça a l'air un peu plus pressant peut-être. C'est quoi? C'est des sujets de début de cycle là pour les marchés, pour les investisseurs? Alors, le sujet de début de cycle, sur la partie juste de la gouvernance, dans le mouvement général de la gestion, en tout cas Europe et États-Unis, il y a la préoccupation ESG qui s'est renforcée, tout le monde l'a vu, et donc le G est un des sujets de discussion. Après, quand on n'est pas content de ce qui se passe dans une entreprise, on peut toujours prendre le G et de dire c'est le G qui ne va pas. Je veux simplement dire que ce sont des choses qui se sont déjà produites. On prend un élément, on dit c'est ça. On peut aussi voir ça sous un autre angle, et qui est parallèle, c'est tout ce qui se passe au niveau de la condition sociale. Je sais que ça n'est pas un sujet de finance, mais sans reprendre les grandes affaires qui font l'actualité courante, on a reproché à des gens de s'être tus. Et finalement, quand on vient dire que le G ne va pas, on est en train de dire quelque chose qui est un peu similaire. Vous êtes en train de laisser faire quelque chose et de laisser les pleins pouvoirs finalement à une seule personne sans manifester totalement les alternatives, les axes différents d'investissement, etc. Et c'est autant de choses qu'il faut avoir. De la même manière que des États réfléchissent à faire plus de référendums, c'est-à-dire soyons transparents, allons au bout du raisonnement, posons des questions. Donc tout ça, ça appartient, je crois, d'un même mouvement. Et je ne porte pas de jugement si c'est souhaitable ou pas souhaitable, je dis juste que essayons de remettre bien ça en perspective. Il y a peut-être un sujet en devenir chez Orange s'ils ont pris des dispositions, peut-être pas. Il y a peut-être chez Danone un vrai sujet stratégique qui se pose. Faut-il, dans le contexte actuel, faire des innovations de rupture pour une entreprise comme celle-ci, ou faut-il au contraire garder un profil très bas parce que les années qui viennent, du côté des matières premières agricoles, il va se passer des choses et que peut-être il faut avoir d'autres préoccupations que celles des innovations de rupture. Bon, vous voyez, tout ça, c'est des sujets stratégiques. Après, sur la partie des spin-offs, en quelque sorte, hein, des SPAC, des spin-offs, alors j'ai appris au tout début des années 90, quand j'ai commencé à travailler, c'est mon premier patron de gestion qui m'a dit: si tu veux savoir si un marché obligataire est cher, regarde si les entreprises émettent des obligations. Et si tu veux savoir si un marché action est cher, regarde si les entreprises émettent des actions. Bon. Alors depuis, j'ai fait un petit chemin. Je suis allé un peu au-delà de ces premières remarques, mais j'ai toujours gardé ça en tête. Et je m'aperçois que toutes ces notions de spin-off, d'externaliser en fait une valeur. Capital, quand on parlait en début d'émission de plus haut historique. Quand on est sur des plus hauts historiques, ça semble quand même une bonne idée. En tout cas, c'est une meilleure idée là que quand on est 30% plus bas. C'est extrêmement logique, c'est de la notion de valorisation d'actifs. Ensuite,
Si on est dans une rupture, on parlait de l'inflation, des matières premières, mais ça peut être aussi des ruptures dans les technologies. Si on est dans des ruptures et qu'il faut faire des changements, certaines entreprises justement font des changements, il vaut mieux rendre liquide un actif qui ne participe pas de cette stratégie et puis employer ce qui est dégagé justement pour alimenter cette innovation. Donc c'est à la fois le signe que le prix de la bourse correspond au prix qu'estiment les entreprises, sinon on n'aurait pas tout ça. Et d'un autre côté, c'est une réorganisation des actifs qui est en train de se mettre en place et qui correspond au changement qu'on voit. Puisque le changement, tout ce dont on vient de parler, c'est en fait le même changement, sous différentes facettes, mais ça fait 3-4 ans qu'il est très enclenché. C'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en voit une manifestation, à mon sens. Parce que la crise a magnifié ou révélé peut-être ces changements qui étaient déjà latents et présents les années précédentes. Sur le cas Danone, Pierre-Alexis, je veux bien vous entendre de manière un peu plus spécifique. Est-ce que ça va forcément bouger ? Ça, je ne peux pas vous dire. C'est une société qui, historiquement, a eu plusieurs fois la pression, notamment de la séparation des rôles entre le président et le directeur général. Elle y a toujours résisté. Mais c'est vrai qu'elle est en position de faiblesse aujourd'hui. Alors, qu'elle est de moins en moins acceptée, de moins en moins acceptable peut-être pour les investisseurs qui baignent aujourd'hui dans cette logique ESG. Je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher la vérité. Si Danone avait un très beau parcours stratégique et opérationnel, il pourrait rester PDG et personne. Voilà. Là, aujourd'hui, vous avez la conjonction d'une gouvernance qui sans contre-pouvoir, avec peu de contre-pouvoir de ce fait, et d'une stratégie industrielle qui est jugée aujourd'hui sous-performance, notamment par rapport à ses concurrents, avec des mouvements qui ont été pris, mais qui ont été pris un peu tard. De ce fait, disons, des valorisations qui ont été faites très chères, de telle façon à accélérer le mouvement stratégique qui était nécessaire. Est-ce que c'est le problème d'être devenu une entreprise à mission ou est-ce que c'est autre chose ? Parce que les défenseurs de ce statut et ceux qui veulent défendre Emmanuel Faber écrivent un peu l'idée, le narratif que regardez, dès qu'on veut faire du social ou dès qu'on veut être regarder un peu au-delà de la finance, tout de suite les actionnaires sont mécontents et ça leur va pas et ils sont pas capables de regarder autre chose que les performances financières. Est-ce que c'est un vrai sujet ? Est-ce que c'est légitime ? Ça me semble assez exagéré. Le marché n'a pas de problème avec l'idée que Danone soit une entreprise à mission. Non, il n'y a pas de problème. Danone, aujourd'hui, est une société qui, sur 10 ans, est une société qui est sous-performante dans son secteur et de façon assez nette. Hein. Donc, non, je pense que c'est assez indépendant de l'entreprise à mission. C'est lié à des choix stratégiques qui, à un moment, n'ont pas été les bons. Des spécialisations sur certains segments qui n'ont pas été les bons, et donc on le voit, ce phénomène de grand écart que je vous ai décrivé entre Anos et Capgemini, on l'a aussi Danone et Nestlé. Entre Danone et Nestlé. Il faut avoir les bons produits. Quand vous êtes trop exposé au lactose, vous avez un problème. Vous avez mis du temps à Nestlé, il y a quelques années, ils n'avaient pas forcément les bons produits, mais ils ont fait en sorte d'avoir les bons produits. Ils sortent du snack, ils ont vendu une partie des eaux en Amérique du Nord. Enfin voilà, ils font bouger leur portefeuille. Et là-dessus, il y a eu un moment, ils ont mis du temps à faire le yaourt grec, ils sont arrivés après, et maintenant ils font le soja, mais après d'autres groupes. Ils ont pour l'instant un temps de retard. Voilà. Et donc de ce fait, ils souffrent de ce temps de retard avec des performances à la fois financières qui ne sont pas au niveau. Et il est assez normal que les actionnaires en fassent jouer leur rôle. On a trop reproché aux actionnaires d'être silencieux et d'être des acteurs qui ne faisaient que toucher leurs dividendes. Non, là, maintenant, on a des actionnaires qui élèvent la voix, et je pense que c'est à juste titre. Et c'est vraiment une conséquence directe du mouvement vers l'extra-financier.
Bon, bah tiens, à propos d'actionnaires qui veulent reprendre le pouvoir, un mot quand même des Wall Street Bets. Là, c'est l'audition en ce moment devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Donc, tous les acteurs de cette affaire sont entendus par les représentants américains. Donc, il y a le patron de Robinhood, le patron de Melvin Capital, le fonds qui était short sur GameStop. Il y a le patron de Reddit aussi, donc le réseau social qui héberge des forums boursiers avec des millions aujourd'hui de participants. Le patron de Citadel aussi, qui traite les ordres de Robinhood, qui représente donc une bonne partie du chiffre d'affaires de Robinhood. Et puis, il y a quelques particuliers, alors visiblement, qui étaient un peu masqués sur les réseaux et qui se révèlent être beaucoup plus pros de la finance que ce que le narratif des petits particuliers contre les grands méchants hedge funds laissait entendre. Sur cette affaire, Julien ? Sur le rôle des particuliers et cette histoire-là, je reviendrai juste, avant de répondre précisément à l'épisode de mars-avril où on a vu apparaître, en France notamment, beaucoup d'investisseurs particuliers sur la bourse. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'entendais quelques commentateurs, pas tout le monde heureusement, dire « Ouh là là, c'est une catastrophe, les investisseurs privés, quand ils arrivent en bourse, ça ne va pas du tout. » Bon, erreur évidemment de raisonnement, la formulation est juste, quand ça arrive derrière une très très forte tendance haussière, qui arrive à tel point que plus personne ne peut ne pas être informé du fait que la bourse monte tous les jours. Une fois que c'est ça et qu'on constate un afflux d'investisseurs sous-informés, on peut s'en inquiéter. Là, c'est l'inverse. C'est une baisse de 25 à 30%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, étant disponibles, puisque ne travaillant pas pour la plupart, ils se sont intéressés à ça, ils se sont appropriés ça, et surtout, ils ont misé une certaine confiance dans l'avenir que proposait la cotation des entreprises, qui est finalement leur propre avenir. C'est pour ça que je pense qu'en termes de comportement, ce qu'on a vu en mars-avril là-dessus est une petite répétition de ce qu'on va voir dans la vraie consommation une fois qu'on aura réouvert, en fait, une fois que la crise sanitaire sera passée. C'est pour ça que je m'attends plutôt à une consommation qui sera encore plus soutenue et plus surprenante que tout ce qu'on a pu voir. Mais donc moins de particuliers en bourse alors. Après, si vous agitez un petit... Peut-être que ce sera moins un sujet pour eux, mais en ce moment, ils sont en train de constater un matelas de plus-value, normalement. Donc, c'est déjà une bonne chose, ça ne va pas les faire paniquer. Après, si vous agitez un petit drapeau, récupérons le droit sur notre entreprise de jeux électroniques, et que vous avez un afflux de gens qui viennent là-dessus, et que ça a été très bien organisé par des spécialistes, justement, du montage, de l'organisation d'une forme quasiment d'action de concert, c'est la suite de tout ça. On est parti dans tout ça, on a cet enthousiasme, et il y a quelques petites personnes qui sont mal informées, qui sont rentrées là-dedans. Je doute qu'ils aient pu gagner beaucoup d'argent, je crains que ce ne soit probablement pas le cas. Il faut que le régulateur se préoccupe du fond de cette affaire, qui, à mon avis, est initiée par des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ça n'a donc rien à voir avec tout ce que je... Ah oui, qui n'a rien à voir. C'est juste qu'on a agité ce petit drapeau. C'est comme si on disait à tout le monde, réouvrons Micromania ou allons acheter des jeux électroniques comme avant. Alors, évidemment, il y a des gens, ça les touche, ça les émeut, ils y vont. Surtout si c'est contre le grand méchant loup. Mais là, ça, c'est un problème vraiment de régulation. Mais retenons surtout cette forme quand même de confiance qui est en train d'être développée, et surtout quand elle est au travers de réseaux sociaux, c'est-à-dire de pair à pair, c'est-à-dire sans passer par les institutions. Et ça, c'est un élément important. Et c'est pérenne, c'est quelque chose de solide qui est en train de se structurer, là, peut-être ? C'est un nouveau type d'opérateur de marché qui voit le jour ? Là-dessus... Je pense qu'il va y avoir des répliques. Ouais. On va avoir d'autres choses. On va avoir d'autres choses qui seront de cet ordre. Mais vous dire où, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui est c'est assez structuré maintenant. D'accord. Ça fait partie des consommations. Un mot rapide, si vous voulez, Pierre-Alexis, on n'a plus de temps, mais... Pour moi, c'est la suite des forums Boursorama. Oui. Démultiplier. Oui. C'est vraiment des conséquences inattendues. C'est le plus grand club d'investissement du monde, quoi. C'est conséquences inattendues du digital et des réseaux sociaux, qui... Après, vous avez en effet, à tout phénomène nouveau, il faut que le régulateur intervienne pour éviter ce type de choses où on a vraiment en moyenne, les gens ont quand même, à mon avis, perdu pas mal d'argent. Donc ça, il faut l'éviter. Mais après, c'est pas plus scandaleux. Non, c'est assez normal. Et sur les forums Boursorama, vous avez des analyses de très bon niveau. Donc... Oui, mais il y a du bien et du moins bien dans tout ça. Bon, les auditions sont en cours à la Chambre des représentants, on verra ce qu'il en sort. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management, et Julien Nebenzal, futur IM, qui était avec nous ce soir en plateau.
Le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour terminer cette émission. Chaque soir, une fois par mois, le thème est consacré à la finance solidaire, investir dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est Frédéric Villot qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce sujet, le fondateur de Mediatico. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire, merci, bonsoir à tous. Vous êtes notre vigie, notre guide sur l'actualité de l'économie sociale et solidaire et l'idée que c'est un segment de l'économie qui a besoin d'investissement, et on en discutait juste avec les intervenants précédents, l'affaire GameStop, je rajoute évidemment le phénomène crypto, Bitcoin, tout ça vous agace un peu, Frédéric? Franchement, le Bitcoin à 50 000 $, qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, ce petit scandale révélé par France 2 hier soir sur l'arnaque au faux livret d'épargne qui devait rapporter 3,85%, qu'est-ce que ça veut dire? Cette action GameStop, donc Micromania en France, qui flambe de 1700% en l'espace de 10 jours et puis qui retombe comme un soufflé. Mais on est loin de toutes les réalités possibles et inimaginables. La finance a perdu son sens, vous dites, mais dans quel monde est-ce qu'on est? Dans quel monde est-ce qu'on est? On est complètement déconnecté de la vraie vie, de la vraie économie, des entreprises qui ont besoin d'argent pour se financer, pour se développer, pour créer des services utiles sur les territoires, pour créer de l'emploi et de l'emploi durable. Non, on est vraiment loin de tout. Et donc, évidemment, nous, chez Mediatico, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut investir dans l'économie sociale et solidaire, dans les entreprises sociales qui réinventent à la fois les modèles économique en essayant de répondre à ses besoins pendant cette crise économique et sanitaire et sociale. Donc, moi, quand je vois que l'AMF, l'association des marchés... L'autorité des marchés financiers. Oui, je suis trop dans le monde associatif, c'est pour ça. L'autorité des marchés financiers qui nous disait fin janvier qu'il y a 1,4 million de Français qui ont passé des ordres de bourse l'année dernière. Moi, je voudrais bien qu'on ait 1,5 million de Français qui investissent dans l'économie sociale et solidaire. Là, on pourrait développer quelque chose. L'un n'excluant pas l'autre, Frédéric. Je vais essayer de trouver le terrain de compromis. D'accord. Mais alors, donnez-nous ces idées, effectivement. Chaque mois, vous venez pour nous donner des idées d'investissement dans l'économie sociale et solidaire. Deux exemples aujourd'hui, deux idées que vous nous apportez, Frédéric. Frédéric. Deux exemples d'entreprises sociales que je vais interviewer la semaine prochaine. La première, elle s'appelle À l'envie. Alors, elle a 90 salariés, elle travaille dans l'aide à domicile et elle a une particularité comparée au reste du secteur, c'est qu'elle embauche du personnel en CDI, à temps plein, avec une rémunération qui est supérieure au marché. C'est rarissime dans le secteur de l'aide à domicile. Et alors, comment est-ce qu'elle fait pour équilibrer son modèle économique? Eh bien, elle a décidé de vendre des prestations de formation au service d'aide à domicile, pas seulement former les cadres, former le petit personnel aussi. Et ça, c'est unique. Et du coup, À l'envie est en train de réinventer l'accompagnement des personnes âgées et ils sont en train de valoriser le métier d'auxiliaire de vie. Deuxième exemple, Responsage. Alors eux, ils ont 20 salariés. Ils font de l'accompagnement social à distance. Vous savez que pendant le Covid, on s'est aperçu qu'on pouvait faire plein de choses à distance. Eux, ils n'ont pas commencé maintenant, mais leur modèle économique est crédibilisé. En tous les cas, leur façon de fonctionner est crédibilisée. De l'accompagnement social à distance pour les salariés en entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes salarié dans une boîte, vous avez des difficultés dans votre vie, des difficultés de logement, de santé, de surendettement, vous avez un enfant handicapé, vous voulez préparer votre retraite, vous êtes victime de harcèlement aussi, pourquoi pas? Eh bien, eux, ils ont des spécialistes qui vont venir vous aider. Et comment marche leur modèle économique? En fait, ils vendent une prestation à l'entreprise sous forme d'abonnement dont le tarif est fixé en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Et vous savez pourquoi les entreprises, des très grosses entreprises, achètent cet abonnement-là? Parce que le fait d'avoir de l'aide aux salariés en difficulté dans l'entreprise, ça fait reculer l'absentéisme au travail. Et donc, évidemment, ils ont tout compris. Donc là, on voit qu'on a deux exemples de métiers qui peuvent devenir des secteurs de pointe, mais évidemment aussi qui ont besoin de financement. Ouais. Comment on investit concrètement dans ces entreprises de l'économie sociale et solidaire? On peut le faire en direct? Il faut passer par des intermédiaires forcément? Pour ces deux-là, il faut passer, pas toujours, mais pour ces deux-là, il faut passer par un intermédiaire, par un fonds de capital risque. En l'occurrence, c'est Fitrust, qui a investi, on les connaît, vous les connaissez sur ce plateau. Ils ont investi dans leur capital il y a déjà 2 ans. Alors, ils ont pris 9% du capital de l'une, 12% du capital de l'autre. Fitrust, donc, qui a été créé en fait pour valoriser les pratiques ESG, environnement, social, gouvernance, dans les grandes entreprises, mais aussi pour aider les petites entreprises sociales à changer d'échelle. Et là, c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Et là, avec leur fonds Fitrust partenaire, ils investissent en général 200 à 800 000 euros. Et puis, ils ont déjà pris des parts dans 8 entreprises sociales depuis 2 ans. Donc, il y a Simplon qui fait de la formation gratuite au numérique. Il y a les alchimistes qui fabriquent du compost en ville à partir de nos déchets. Et puis, pour l'entrepreneuriat social en général, on voit que c'est essentiel d'avoir un soutien financier de la part de fonds à impact comme
comme Fitrust, parce que ce secteur de l'économie sociale et solidaire, il innove, parce qu'il propose des solutions nouvelles, et puis parce qu'il a besoin de se développer, donc il a besoin d'argent. Tiens, vous me faites le portefeuille là, social et solidaire. J'ai 100 000 euros à placer. Tiens, j'encaisse mes gains sur le Bitcoin ou sur GameStop et je veux, j'ai prise de conscience, je veux réallouer mon capital, mes plus-values dans l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le portefeuille idéal pour vous, Frédéric ? Il faut dire aussi qu'on a juste hérité, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, on a 100 000 euros à placer. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec 100 000 euros ? Bon, d'abord, si vous êtes particulier, vous n'êtes pas professionnel. Non. Donc, si vous êtes particulier, le premier conseil, évidemment, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, vous allez diversifier vos placements par secteur d'activité et puis aussi par nature de titre. Donc, ce que je vous propose d'abord sur 100 000, c'est de placer 20 000 en actions sur du logement très social, du logement inclusif, par exemple des actions Habitat et Humanisme, d'accord ? Ou alors on pourrait être sur la foncière de la Fondation Abbé Pierre, Solifap. Je vous propose ensuite d'investir 20 000 euros en actions toujours sur l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. C'est de l'emploi durable, c'est de l'emploi local sur les territoires, c'est de l'emploi qui est non délocalisable. Et pour investir 20 000 euros sur l'emploi dans l'ESS, vous avez par exemple le fonds France Active Investissement. Je vous propose ensuite d'investir encore 10 000 euros en actions sur la solidarité internationale. Donc là, on a par exemple dans la microfinance solidaire, on peut investir chez Sidi. Et puis, tout ça, ça ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent non plus, parce que l'économie sociale et solidaire, quand on investit dedans, c'est du capital patient. Ouais. Il faut investir sur 7 ans, 10 ans, 12 ans. On aura un rendement forcément moindre que ce qu'on a habituellement. C'est du capital patient. Par contre, il vous reste 50 000 euros à investir. Et ceux-là, je vous propose de les mettre, encore une fois pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, dans des obligations, au travers d'une plateforme de prêts rémunérés, comme par exemple WeSeed. Ils sont venus mais hier. Il y en a d'autres. Oui. WeSeed est venu hier, effectivement, financement participatif qui a explosé en 2020. Des croissances spectaculaires sur l'immobilier, sur les prêts, l'investissement en fonds propres. Sur toutes les dynamiques, mais vous vous rappelez quand même que les Français ont épargné énormément d'argent l'année dernière, puisqu'ils ne pouvaient pas le dépenser en loisirs ou en vacances. Donc voilà. Bon. Ça, c'était le portefeuille pour les particuliers. Si je suis professionnel, c'est quoi vos recommandations ? Quelles sont-elles, là, il faut Frédéric ? tout simplement chercher un fonds qui est agréé ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, pardon. Et donc, il y a des fonds de placement solidaires comme Ecofi Contrat Solidaire. Il y a des fonds à impact comme Esfin ou IDES qui font partie du groupe Crédit Coopératif. Et puis, vous avez des fonds de private equity comme Fitrust dont on vient de parler, mais il y en a plein. Bon, et puis on va terminer, on l'avait déjà évoqué d'un mot il y a un mois, l'application Rift qui permet alors là aux particuliers notamment de scanner son portefeuille et ses placements dans sa poche avec son téléphone pour savoir quel est le niveau de solidarité finalement qu'il atteint avec son épargne. Voilà, alors Rift vient d'être lancé par la plateforme lita.co. Alors Lita, ils font du financement participatif à impact, on peut investir en capital dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire aussi. Et sa présidente Eva Sadoun disait encore ce week-end sur France Inter que 80% des avoirs collectés par les fonds de pension proviennent de l'investissement des citoyens. Autrement dit, nous sommes tous actionnaires, nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans les fonds de pension avec notre argent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché français, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on accepte que 35% de notre épargne sur un livret A soit gérée par le banquier sans que je sache précisément ce qu'il en fait. Le reste est géré par la Caisse des dépôts, on sait que ça finance le logement social et des missions sociales, mais il y en a 35%, on ne sait pas ce que ça finance. Troisième élément, on ne sait pas non plus ce qui se passe précisément avec le livret de développement durable. Même pour le LDDS. Le LDDS, alors vous mettez 100 euros dessus, il y en a 5 qui vont dans l'économie solidaire, il y en a 10 qui vont dans la transition écologique, 85 euros qui restent, 85%, on ne sait pas où ça va sur les marchés financiers, évidemment. Et donc, la question de fond qui se pose dans le système financier, c'est celui de la transparence. Et c'est pour ça que Rift arrive, mis en place par l'État. Rift, ça veut dire la rupture en anglais, et ils veulent vraiment changer ce mécanisme-là. Il nous reste 1 minute pour nous expliquer comment ça marche, Frédéric. C'est des applications, des systèmes d'applications qu'on connaît déjà. Oui, alors c'est un petit peu le Yuka de la finance. Voilà, d'accord. Ce que je voulais donc, vous entendre Rift, dire. En fait, première étape, vous téléchargez l'application, elle est gratuite, vous entrez le nom de votre banque, vous entrez le nom de vos produits d'épargne et il va scanner
votre patrimoine. Il va vous dire d'abord quelle est l'empreinte carbone de votre patrimoine. Généralement, on ne le connaît pas. Donc, téléchargez l'application Rift, vous allez le voir. Et ensuite, vous allez dire quelles sont les valeurs qui comptent pour vous. Est-ce que vous voulez vous engager pour l'emploi durable, pour le climat? Est-ce que vous voulez vous engager pour le logement social? Et il va vous faire des conseils de placement financier. Il manque juste un truc à Rift. Oui, d'appuyer sur le bouton pour pouvoir acheter. Oui, c'est ce que vous nous disiez la dernière fois. Donc, ça marche bien, vous l'avez testé, Frédéric. Oui. Ça se fait en temps réel, c'est rapide. On l'a testé, c'est très rapide. Et c'est une version bêta. Donc il faut la tester et il faut faire un retour à l'ITA pour les aider à progresser sur cette application. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric Grégoire. Guyot, avec nous une fois par mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour parler de la finance solidaire. Investir dans l'économie sociale et solidaire, elle en a besoin. Frédéric Guyot, le cofondateur de Mediatico, avec nous ce soir en plateau. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.